Eh bien, parmi les images du jour, voici ce qui se passe à Java Central. Aujourd'hui, le 20 décembre, de fortes inondations continuent d'être signalées dans cette région du monde. Et également, en Malaisie, on signale aussi de fortes inondations. C'est un sujet qui continue d'être publié sur les réseaux sociaux. Cette situation dans certaines parties de l'Asie du Sud, comme à Kuala Lumpur, est également montrée. Eh bien, cette image. Écoutons ce moment d'une attaque contre Pursat, une province du Cambodge. Écoutons. Écoutons là. Voit-on l'une des explosions ? Ces explosions ont été causées par un avion F-16 de Thaïlande, selon les rapports. Une autre image qui surprend aussi, c'est cette image. 500 des pages d'Einstein sont complètement noircies. Elles ont été effacées. Toutes. Il ne publie pas l'information comme il le devrait, au moins 500 images. 500 feuilles d'informations sont effacées. Il y a certaines pages qui n'ont qu'un seul mot. Par exemple, Einstein et tout le reste. Effacer les images, les photographies, aussi les images, toutes les personnes, tout est effacé, il n'y a rien. C'est impressionnant. Eh bien, évidemment, le pouvoir judiciaire ne respecte pas ce point et il pourrait avoir des problèmes parce que cela aurait dû être publié hier. Une autre image qui, surprend, c'est... Écoutez ceci. Selon ce qu'il rapporte. Eh bien, le Portugal et l'Ukraine concluent un accord, un autre pays qui produira des drones avec l'Ukraine. Cette fois-ci, ils assurent qu'il s'agira de drones sous-marins et de drones en général, afin de profiter de l'expérience acquise par l'Ukraine dans ce domaine. Et d'autre part, la capacité de production du Portugal. Je sais que le Portugal et l'Ukraine travaillent ensemble sur ce sujet. D'autre part, on observe aussi Erdogan Viktor. Oui, Erdogan, le président turc. Le président turc bis assure Orga, cet Erdogan assure. C'est que aucun pays, aucune crise, aucune lutte, aucun conflit. Est-ce qu'ils interviennent ou se mêlent, ils disent. Nous ne souhaitons rien d'autre que la stabilité, nous ne voulons nous mêler de personne, nous voulons simplement que l'on fasse confiance à la Turquie. Eh bien, pour pouvoir faire des affaires, tout simplement. Tout cela est dit alors qu'en arrière-plan, il y a un sous-marin. Je veux dire, souvent les images m'en disent plus que les mots, mais derrière, il y a donc un sous-marin. Là, donc, témoin des paroles de paix prononcées par Erdogan lui-même. Et en parlant de sous-marin, on montre cette image surprenante d'un sous-marin aux États-Unis se trouvant dans l'un des endroits les plus froids de la planète. Regardez comment ces sous-marins s'y prennent pour entrer dans ce genre de territoire. Conçus pour opérer de manière silencieuse, même pendant des années, ces sous-marins peuvent faire surface, même dans des zones totalement gelées, comme on peut le voir. Eh bien, c'est une démonstration de ces usages des sous-marins nucléaires que possèdent les États-Unis. D'un autre côté, regardez cette image, ce que vous voyez là, c'est en fait un tir contre un drone. Un soldat ukrainien aurait abattu un drone russe, évidemment, un drone non habité, un avion sans pilote en utilisant un Manpads Ingla. Aussi. Une autre image qui attire l'attention aujourd'hui, c'est cette image. Ce sont 8 000 personnes en Inde qui demandent une opportunité pour devenir garde nationale. Dans l'état d'Odisha, il y a tellement de personnes et seulement 187 seront sélectionnés qu'ils ont dû organiser cela dans un aéroport. Ils ont installé tout le monde sur une piste d'aéroport avec leurs feuilles pour qu'ils remplissent leurs informations et passent les examens. Sur les 8000 seulement, 187 feront partie de la garde nationale de l'état d'Odisha. Eh bien, c'est en quelque sorte la façon dont un pays sélectionne les meilleurs dans un certain domaine, surtout dans des pays qui comptent des millions et des millions d'habitants. Eh bien, le pays le plus peuplé du monde, avec plus de 1,4 milliard d'habitants, c'est un nombre impressionnant de personnes que compte l'Inde. D'un autre côté, on a aussi vu cette image à Kiev, là-bas dans la capitale, où un drone portait un drapeau russe. Quelqu'un s'est infiltré, alors soyez prudents, je ne connais pas ses intentions.
En fait, à ce moment-là, le drone commence à tomber, il commence à tomber et s'écrase. Eh bien, cela attire aussi l'attention aujourd'hui. Voici une autre image du Venezuela. Écoutez ce qui suit. Pareil, celles-ci sont équipées de leur propre caisse spéciale pour le transport et la mobilisation des frères des forces spéciales. Diosdado Cabello, donc, lance ce message. Le chef des tortures au Venezuela, Grand Quarteaga, ou comme beaucoup l'appellent, le chef des tortures. Eh bien, il lui dit essentiellement qu'il doit aller opérer contre les opposants à l'intérieur et à l'extérieur du pays, dit-il. Diosdado Cabello parle de terrorisme national et international. Par ailleurs, c'est Once Cherer. Ces images surprennent aussi. Des montagnes et des montagnes en Chine. Ce qui est surprenant avec ces panneaux solaires, c'est l'échelle d'énergie qu'ils veulent extraire du soleil. D'après ces panneaux, non. Dans ces zones, dans ces montagnes, eh bien, elles ont été complètement recouvertes de ce type de panneaux. En vérité, c'est vraiment surprenant. Maintenant, combien d'énergie cela va-t-il fournir ? La Chine ne trouverait-elle pas cela intéressant ? Aussi, eh bien, aujourd'hui, cette image d'un pilote circule sur les réseaux sociaux, un pilote qui a décidé de protester. Donc tu dis que tous les passagers sont déjà à l'intérieur. Eh bien, je ne vais pas décoller tant qu'on ne m'aura pas payé mes 5 mois de salaire, non ? Et donc il dit « Mince, ça me dérange vraiment, je suis désolé, mais ça fait 5 mois qu'ils ne me payent pas, non ?» Un pilote de Magni Charter qui apparemment, en plus, semblait faire son dernier vol, quelque chose comme ça. Bon, le truc c'est que, évidemment, les gens n'y sont pour rien, non ? Les gens étaient très contrariés parce qu'ils disaient « Bon, toi, écoute, on n'est même pas monté, et au dernier moment, non. » Eh bien, il n'y a pas de vol, parce que... Et je dis aussi quand est-ce possible qu'il ne l'ait pas payé ? Non. C'est aussi terrible de la part de la compagnie Magni Charter. Mais je dis aussi, les gens, qu'est-ce qu'ils y peuvent ? Non. Les gens sont, évidemment, énervés. Je ne dis pas le contraire. Je comprends que le pilote veuille que tout le monde soit solidaire, mais on ne sait pas, tu sais, l'urgence que peuvent avoir les gens pour ce voyage, n'est-ce pas ? Donc, eh bien, là aussi, la situation est un peu compliquée. Et une autre image qui a surpris, c'est cette image. De quoi s'agit-il ? Est-ce que ça a été... La progression de la Russie a été si lente jusqu'en 2025 que cela a permis aux Ukrainiens ce que vous voyez là ? Oui, ce que vous voyez là. C'est une fortification sur toute la ligne, à travers 6 régions, et ils ont construit une fortification puis une autre. C'est pourquoi il y a plusieurs couches. Ils ont fait une double fortification sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres en Ukraine. Parce que, eh bien, allons-y. Pour bloquer toute avancée, ils préparent déjà ces fortifications qui s'étendent sur des kilomètres, dit-il. La Russie avançant très lentement, l'Ukraine a pu achever une fortification sur l'ensemble des 6 régions du front. Et ils l'ont fait avec une double fortification. Même aujourd'hui, les travaux continuent, car ils cherchent à étendre encore plus ces fortifications sur davantage de kilomètres, qui s'étendent de plus en plus. Eh bien, cela fait aussi partie de ce qui est en train de se faire, et bon, passons donc à l'information, voyons ce qui se passe, juste une autre image avant de passer aux actualités, au rapport. Vous vous souvenez de cette image où apparemment il y aurait l'hélicoptère avec un objet volant non identifié qui apparaît ? Cet objet qui apparaît là, n'est-ce pas ? Eh bien, des spécialistes l'ont examiné et assurent que cet objet aurait une sorte de propulsion chaude, ce qui n'est pas le cas. Évidemment, il n'a pas les caractéristiques d'un avion, ni d'un jet, ni rien de tout ça, mais ils assurent qu'il a une signature thermique bien plus intense que celle d'un F-15, selon l'étude médico-légale réalisée à partir de l'image. Quoi que soit cet objet, un objet apparemment de forme discoïdale, il ne s'est pas trop approché d'un hélicoptère. C'était en novembre 2024. Ici, nous vous parlons de ce rapport qui a été divulgué il y a seulement quelques mois. L'information, mais il n'y avait pas d'image. Maintenant, soi-disant, voici l'image. Je dis soi-disant parce que cette fuite de l'image n'a pas été confirmée. Mais les spécialistes qui ont étudié cela disent « Bon, ici il y a une signature thermique. Ceci est dû au fait qu'il s'agit d'une image infrarouge, donc elle détecte la chaleur. Et la question est de savoir combien de chaleur cet objet génère. Et la signature thermique est supérieure à celle d'un F-15. Donc, eh bien, évidemment, cela attire l'attention sur la chose qui est en train d'être étudiée. Celui-ci a, disons, tous les sceaux, les logos, les caractéristiques classiques de la police anglaise, là où cette situation se serait produite.
Mais bon, voilà un peu les images d'aujourd'hui et ce qui a le plus attiré mon attention. Passons à d'autres sujets, il y a des informations très intéressantes. Ils affirment que Tokyo et le Japon se préparent à un méga séisme. Ce n'est pas qu'ils aient une date précise, ils savent tant que cela va arriver, pas un seul, mais il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs failles pour lesquelles ils se préparent en ce moment, même au niveau des infrastructures. Le calcul qu'ils font du séisme qu'ils attendent, qui pourrait arriver demain ou dans 30 ans, on ne sait pas, mais c'est le calcul, c'est la fourchette qu'ils ont. Ils assurent non que cela pourrait entraîner 18 000 pertes humaines rien que pour la partie du séisme. C'est-à-dire, pour le premier jour, c'est grave, sans compter ce qui pourrait arriver ensuite. Ils assurent qu'un puissant tremblement de terre, avec une forte probabilité, peut se produire sous, spécifiquement Tokyo, à partir de maintenant et pour les 3 prochaines décennies, selon le rapport de Damaishini. C'est une prédiction qui est la plus récente et la plus étudiée jusqu'à présent, d'après ce qu'ils disent. Aujourd'hui, vendredi 20, hier, 19 décembre, le gouvernement japonais a publié cette situation dans laquelle la projection qu'il montre est, disent-ils, préoccupante. Ce progrès est attribué au fait que dans cette zone, des bâtiments ont été construits, qui, en théorie, devraient avoir les mesures antisismiques et anti-incendie nécessaires. Mais cependant, il existe d'autres constructions qui ne possèdent pas ces caractéristiques. Ils assurent que l'un des problèmes les plus importants lors d'un tremblement de terre à Tokyo, c'est que le feu serait la principale menace, pas tant le mouvement lui-même, mais plutôt l'incendie qui se déclencherait ensuite. Puisqu'il y a beaucoup de constructions en bois, les avertissements arrivent dans le contexte où le Japon renforce en ce moment même les préparatifs. Les plans pour un événement considéré, selon eux, comme tout simplement inévitable. Autrement dit, cela va arriver. L'estimation précédente était de 23 000 personnes décédées, mais on a réussi à améliorer l'infrastructure des bâtiments dans certaines zones. Et la projection était passée de 23 000 personnes, perdues à 18 000. Si cela devait arriver aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est que dans les prochaines années, la projection soit de moins en moins risquée. Ils cherchent à améliorer l'infrastructure et la prévention et ainsi réduire la projection de décès. L'augmentation du nombre de bâtiments construits et renforcés pour résister au séisme. La mise en place de mesures de prévention des incendies, en particulier dans les quartiers à forte densité de maisons en bois, ce sont les zones vulnérables. Eh bien, ils travaillent aussi là-dessus. Quel sera le principal risque ? Le plus grand risque n'est pas, comme je vous l'ai dit, l'effondrement immédiat des bâtiments, mais le rapport précise que le risque concerne surtout les incendies. La comparaison avec 2013 montre une réduction de 5 000 personnes, c'est-à-dire que 5 000 personnes de moins décéderaient en pan. Regardez tout ce que les Japonais planifient et tout ce qu'ils envisagent. Ils le planifient et le font avancer sur des décennies. D'après ce qu'ils rapportent, on prévoit qu'il y aurait seulement dans la capitale 8 000 personnes décédées rien que dans la capitale et 10 000 autres en dehors de la capitale. Le déplacement massif atteindrait jusqu'à 4,8 millions de personnes qui seraient évacuées dans les semaines suivantes afin qu'elles ne restent pas dans les zones à risque. 4,8 millions. Si cela se produit à midi, c'est... Maintenant, si cela se produit à midi, davantage de personnes seraient piégées. 18,4 milliards de personnes resteraient encoincées sans pouvoir rentrer chez elles, y compris des centaines de milliers de touristes. On parle aussi de dégâts matériels concernant 402 000 bâtiments qui s'effondreraient ou prendraient en feu. C'est un chiffre énorme, n'est-ce pas ? Les coûts économiques sont évalués à 82,6 billions de yens, soit 530 milliards de dollars. Qu'est-ce que cela représenterait en supposant le pire scénario ? Également, pour la première fois, le nombre possible de décès pouvant survenir dans la région après le séisme est communiqué. Je précise, pas durant, mais après le séisme. Et ici, ils incluent entre 16 000 et 41 000 personnes supplémentaires qui décéderaient des jours ou des semaines après à cause d'incendies, d'accidents ou d'autres situations.
La projection est vraiment terrible, non ? Et soudain, eh bien oui, ce sont des choses qu'il faut faire, même si les rapports de ce genre sont très durs. Pour moi, il n'est pas clair quelle est la projection à Mexico ou à Bueno en Californie. Oui, celle-là, nous l'avons vue et discutée ici. Ils l'ont bien comprise, celle de la FEMA. Il faudrait voir ce qui se passe, par exemple, avec le Chili, qui a effectivement cette projection. Qu'en est-il du Pérou, de l'Équateur, des pays sismiques de tout le Pacifique, de l'Amérique latine ? Qu'en est-il de Taïwan, des pays également situés dans le Pacifique, de l'Indonésie ? Quel type de projection utilisent-ils, eux ? Non, mais ce dont ils parlent, c'est de faire une projection non seulement du séisme, mais aussi de l'après-séisme, pour éviter et pour prévenir, et pour investir davantage dans la manière de se protéger contre ce problème. La réponse gouvernementale indique que le Japon mettra à jour les protocoles d'urgence, renforcera les bâtiments et créera une agence de gestion des catastrophes d'ici 2026. Le type d'analyse, insiste le gouvernement japonais, n'est pas destiné à alarmer, mais à servir de guide pour pouvoir prioriser les actions en cas d'une telle situation. Et le fait qu'il la publie à la population, c'est aussi pour qu'ils soient conscients qu'en cas de problème. Ainsi, il faut établir certaines priorités et certains protocoles, et si une évacuation est demandée, il faut agir en conséquence. La situation est sérieuse. Maintenant, un autre point, puisque nous parlons d'études sismiques, une étude en cours dans le canal ou dans le golfe de Suez attire l'attention. Une étude affirme qu'il existe une faille tectonique qui sépare l'Afrique de l'Asie et qu'elle reste active et continue de s'élargir chaque année. C'est sûr qu'il le rapporte. L'équipe de géosciences, dirigée par David Fernandez Blanco, a découvert que le golfe de Suez, historiquement considéré comme une zone tectoniquement inactive, continue de s'étendre à raison de 55 mm par an. Cette expansion, bien que minime à l'œil nu, a des implications sismiques, voire géopolitiques et maritimes profondes. Oui, nous parlons de cette région du monde. Permettez-moi d'entrer ici à l'écran, c'est cette zone. La voici, voyons si vous la voyez ici sur la carte. La voici, oui la voici, tout est en sécurité. Voici le célèbre canal de Suez, qui révèle qu'il y a ici un mouvement géologique, alors qu'on pensait qu'il n'y en avait pratiquement pas. La découverte a été publiée dans Geophysical Research Letter, qui confirme la faille qui sépare l'Afrique de l'Asie. La faille n'est pas éteinte, elle reste active, et même si son activité est lente, elle est constante, selon ce qui est rapporté. L'élévation de terrasses fossiles de corail de plus de 400 000 ans maintenant, à 18 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce phénomène ne peut s'expliquer que par un mouvement tectonique, donc face à cela, face à ces déformations topographiques, il précise qu'il y a bien sûr du mouvement. D'ailleurs, on a récemment identifié des séismes de faible profondeur. Ce qui renforce cette hypothèse qu'il y a une tension qui s'accumule dans cette région du monde. Une région qui, un jour, pourrait nous réserver une surprise. Eh bien, voilà pour ce sujet. Passons à une autre information importante. Ils assurent que la Russie prépare des mouvements contre les pays baltes. Les services de renseignement ukrainiens ont des preuves, le chef du renseignement l'a publié aujourd'hui. Ils ont des preuves que l'agression que la Russie prévoyait de lancer contre les pays baltes en 2030 a été avancée. 2 ans. 3 ans, pardon, ce serait 27, donc ce serait en 27, c'est-à-dire que dans pratiquement 1 an, on sera déjà presque en 2026, donc pratiquement dans 1 an. Le chef du renseignement militaire ukrainien avertit que Moscou a déjà anticipé son agression. De l'Europe de 2030 à 2027 contre l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Qui sont concernés ? Déclare Kirill Boudanov, le chef du renseignement ukrainien du Direction générale du renseignement. Disons que la Russie n'envisage plus une agression pour 2030, mais l'a avancée. Ceci aussi parce que les Russes voient que l'Europe commence à se préparer, et si on attend trop, eh bien, l'Europe sera prête, non pas pour pouvoir, disons, faire face.
Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de force, mais en ce moment précis, ils ont plus de soldats, ils sont mieux préparés et ils ont un budget plus important. C'est vrai, en ce moment? Oui, mais attention à cela. Il y a certains détails pour lesquels il n'y a pas de préparation, par exemple les munitions. Toutes les munitions fabriquées en Europe, et toutes les munitions fabriquées en Europe, la Russie les fabrique en un seul mois, ce que l'Europe produit en un an, toute l'OTAN réunie, oui, la Russie le fabrique en un mois. Donc il y a certains éléments, certains points où les Européens ont des faiblesses. Surtout l'Europe, nous ne comptons pas ici, j'ai dit l'OTAN, mais nous ne comptons pas les États-Unis. Parce que les États-Unis produisent un peu plus rapidement. Le problème, c'est qu'on ne se prépare pas à la vitesse attendue. Qu'est-ce que Boudanovo dit ? Ce qu'il soutient, c'est que le Kremlin a déjà élaboré une stratégie suite à la création de l'Ukraine. Il juge le flanc occidental et européen comme le plus vulnérable pour ses ambitions impérialistes, tout en évitant une confrontation directe. Au nord et à l'est, par crainte d'une réponse des États-Unis et de l'OTAN, et au sud, en raison d'une influence avec la Chine. Moscou considère que l'Europe est divisée et vulnérable, c'est ce que pense Moscou de l'Europe. Ce qui frappe, c'est que la Pologne n'est pas parmi les objectifs d'occupation. Bien qu'elle serait effectivement une cible d'attaque pour mettre la pression sur la Pologne, elle attaquerait aussi la Pologne, mais sans l'envahir. On envahirait ces trois pays, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie. La Pologne ne serait pas envahie, mais elle serait attaquée pour qu'elle ne s'en mêle pas. Eh bien, c'est du moins l'analyse faite par les services de renseignement. Le même Bouddha qui d'ailleurs a été très pertinent dans ses rapports depuis le début de la guerre. Nous avons donc suivi ce personnage et ce qu'il a prévenu s'est réalisé. Nous verrons si cela arrive, même si je dis que tout est possible. Pendant ce temps, une autre affaire attire aussi l'attention. Une nouvelle attaque balistique de la Russie a fait au moins 8 morts et 27 blessés, selon ce que l'on sait dans la nuit de ce samedi 20 décembre. La Russie a mené une nouvelle attaque de missiles balistiques contre les infrastructures portuaires d'Odessa. C'est la zone sur laquelle la Russie s'est concentrée cette nuit. Dans cette zone, ce port qui donne sur la mer Noire, c'est celui qui a été attaqué. D'après ce que l'on sait, selon les pompiers eux-mêmes, ils ont eu un trait. La cible des tirs était le port de Pidveni ou similaire. C'est l'un des plus importants pour l'exportation de céréales d'Ukraine et il provoque des incendies de véhicules stationnés dans la zone touchée. Le vice-premier ministre de l'Ukraine, Olesnaï Kouleva, aurait déclaré et confirmé que l'attaque avait été menée à l'aide de ces missiles balistiques qui ont bombardé la région. Sans s'arrêter pendant un bon moment, les deux responsables ont assuré que des mesures sont en train d'être prises. La durée de l'attaque reste floue, mais il affirme qu'elle a été longue. La première ministre, Yulia Sidirenko, a annoncé que le gouvernement renforce routes et voies ferrées et se coordonne avec la Moldavie pour créer des itinéraires alternatifs et des abris temporaires aux frontières. Il est aussi important que cela se développe maintenant. D'un autre côté, là, tout près, alors qu'on attaquait ici, l'Ukraine attaquait par là, vers la Crimée, et ça a été un coup dur, très dur. D'après les rapports, des attaques de drones contre l'aérodrome russe de Belbek ont détruit un Su-27, en ont endommagé un autre et ont compromis la tour de contrôle. En pleine escalade militaire, l'Ukraine a mis à exécution un nouveau plan, et selon eux, il a été percutant contre cet aérodrome militaire. Ils affirment que l'offensive a été menée par le service de sécurité d'Ukraine. Le service de sécurité d'Ukraine a directement touché 2 Sukhoi 27, l'un a été complètement détruit et l'autre a été endommagé. La tour de contrôle a également été compromise, essentielle pour coordonner les vols militaires. L'attaque a eu lieu à l'aube du 20 décembre, donc c'était en même temps, c'est-à-dire qu'alors qu'on attaquait ici, l'Ukraine subissait déjà une attaque de ce côté-là. C'est ça, disons, la guerre en ce moment. D'ailleurs, la Russie et la Chine affûtent leurs bombardiers près du Japon et de l'Alaska. Pendant que cela se passe à une distance assez éloignée, il y a eu des mouvements comme des bombardiers dans cette zone. Il faut rappeler que cette partie, c'est la Russie, ici aussi, et ici c'est le Japon, et par ici c'est la Chine. Alors,
Dans cette zone, la Chine et la Russie ont effectué des vols avec des bombardiers et ont intensifié leur coopération militaire à travers une 10e patrouille aérienne conjointe. Cela concerne des bombardiers, y compris des modèles à capacité nucléaire, qui volent près du Japon et regardez près de l'Alaska vers cette zone. Oui, alors, d'après ce que rapporte Newsweek, ces patrouilles, pour ainsi dire, ne sont pas seulement des vols symboliques, mais ont clairement un objectif tactique. Selon les analystes militaires qui ont été consultés, cela représente un message politique démontré par Moscou et par la Chine envers le Japon et envers les États-Unis. L'exercice a impliqué des bombardiers russes, des T-125 MS capables de transporter des missiles nucléaires, ainsi que des H-6 chinois, y compris pour la première fois les H-6N. C'est aussi une version conçue pour transporter le missile balistique nucléaire JL, un N-Fiestan H-1A. L'itinéraire de vol a aussi suscité l'attention. Car elle comprenait par exemple le détroit de Miyako, zone de défense aérienne japonaise, ainsi que la partie sud. Il a aussi signalé des zones près de l'Alaska où des avions américains et canadiens ont intercepté la formation sans incident. Les États-Unis se sont-ils approchés pour leur dire « bon, éloignez-vous » Non. Fondamentalement, cette évolution marque pour la première fois que les forces russes et chinoises opèrent ensemble au-delà de l'Asie de l'Est. Même au-dessus de cette zone, au-dessus de la mer de Bering. Oui, il y a eu des opérations dans toutes ces zones ces derniers jours. Il faut rappeler que le Japon est un allié clé des États-Unis. Regarde, les États-Unis ont 60 000 soldats dans la région. 60 000 soldats au Japon, ce n'est pas rien. Évidemment, ce mouvement attire beaucoup l'attention. C'est un sujet qui fait partie de cette nouvelle sorte de guerre froide qui existe entre ces pays. « 20 millions de jeunes de la génération Z en Chine, 20 millions sont actuellement sans emploi. En cette année 2025. Plus de 20 millions de jeunes Chinois de la génération Z sont sans emploi en ville, d'après des analyses. D'après les mêmes données officielles fournies par la Chine, hein ? Ce ne sont que les données officielles. Il pourrait en réalité y en avoir plus. Cela représente au moins 12% de ce groupe, même si le chiffre réel pourrait être bien plus élevé. Le groupe le plus touché est celui des jeunes âgés de 15 à 24 ans avec un taux de chômage de 17% en novembre. Et donc, la tranche des 25 à 29 ans a un taux de chômage de 7%, non. Le plus préoccupant, disons, c'est celui des plus jeunes. La Chine a changé sa méthodologie statistique l'année dernière et a cessé de compter. Par exemple, les étudiants, ceux travaillant moins d'1 heure par semaine, et les jeunes ne cherchant pas activement d'emploi. Cela est retiré. Donc, si tu ne cherches pas d'emploi, enfin, si pour le gouvernement tu ne cherches pas d'emploi, alors tu n'es pas compté. Donc le chiffre pourrait être bien plus élevé, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont déjà cherché un moment et n'ont pas trouvé. Et donc, il en a eu marre, et il cherche d'autres moyens de gagner de l'argent, et il ne cherche plus officiellement. Alors, on ne le compte plus comme un chômeur. Alors, le chiffre est très mal géré, mais cela montre qu'il y a une situation latente, problématique, qui pourrait devenir un problème futur pour la Chine. Évidemment, c'est un sujet important. Écoutez, au fait, hier a eu lieu le combat, la confrontation entre ce Jake Paul, qui est un YouTuber, et Anthony Joshua, un boxeur professionnel, non, même si Jake Paul a essayé de montrer qu'il s'est entraîné. Quoi qu'il en soit. Eh bien, la réalité, c'est que ce n'est pas la même chose d'être un professionnel et un champion du monde, et d'être un YouTuber qui s'est entraîné, n'est-ce pas ? Je veux dire, c'est tout à fait valable qu'ils s'entraînent autant qu'ils veulent, mais affronter un champion du monde, là, c'est vraiment difficile. Je pense que vraiment coup pour coup, honnêtement, il y en aura un ou deux. Joshua, si vous avez vu le combat, et celui qui lui a donné le dernier, celui qui l'a mis knock-out, celui qui lui a frappé directement la mâchoire, il lui a cassé 2 fois, la mâchoire à 2. 2 coupures, disons comme ça, à la mâchoire, ce Jake Paul. C'est-à-dire, eh bien oui, non, enfin même pas. Je veux dire, le boxeur, ce Joshua,
était complètement en forme, pas du tout. Je veux dire, il n'était même pas essoufflé, on aurait dit qu'il jouait, non? Enfin, est-ce qu'il est vraiment comme ça? Oui, oui, c'est une démonstration que... Et regardez, voici l'image de la mâchoire, comment elle est restée. Il a apparemment une fracture de ce côté-là et une petite fracture du côté gauche. Pour l'instant, la commission athlétique de Floride impose une suspension obligatoire à Jake Paul pour 60 jours à cause du knockout. C'est la règle, s'il est mis knockout, alors c'est directement 60 jours sans pouvoir combattre. Il disait déjà oui, il continue maintenant, il va se battre contre Canelo et je ne sais quoi. Eh bien, voilà, c'est comme ça, non? Voilà la situation. Au final, c'était un combat plutôt ennuyeux, non? Mais bon, ce à quoi on s'attendait, la raison pour laquelle beaucoup ont regardé le combat, c'était justement parce qu'ils voulaient voir Paul se faire mettre knockout. C'est la vérité, non? C'est-à-dire, il s'est lui-même construit un personnage très détestable, et ça fait partie de son personnage, ça fait partie de ce style qu'il a, n'est-ce pas? Et bon, eh bien oui, non, c'est-à-dire, les gens ont apprécié. Je pense que c'est surtout ça, plus que toute autre chose, non? Au 6e round, comme au premier et au 2e, ils n'ont presque rien fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il courait, et il se jetait par terre tout le temps, il se jetait par terre, je ne sais pas pourquoi, et il tombait, oui. Regardez, le combat est assez drôle, c'est-à-dire, il est ennuyeux, mais drôle en même temps. Il se jetait par terre, ce qui était ennuyeux car il ne se passait rien. Il n'y avait pas de coup, n'est-ce pas? Je veux dire, il n'y avait pas de coup. Ce qui est censé être ce que tu vas voir dans la boxe, non? Mais bon, c'est comme ça. À ce sujet que je voulais aussi vous mentionner hier soir, eh bien, on a réussi à en discuter un petit peu. Mais la dispute n'a pas été résolue. Au fait, un autre sujet qui attire aussi l'attention, eh bien, parmi ces situations terribles qui se produisent, cela se passe en Inde. Il est rapporté qu'un train a percuté 7 petits éléphants là-bas. Eh bien, malheureusement, ils ont perdu la vie. Selon les rapports, un train a percuté un troupeau d'éléphants. Bien que l'accident ait provoqué le déraillement de 5 wagons, aucun passager n'a été blessé. Mais en effet, 7 éléphants sont morts. Ils ont évidemment été écrasés par le train. Cela s'est passé dans le nord-est de l'Inde. Un train de passagers est entré en collision avec un troupeau de pachydermes, d'éléphants selon les autorités. Cela s'est produit aujourd'hui, samedi 20 décembre. Aucun voyageur n'a été blessé dans l'accident. Eh bien, voici la situation. Le conducteur aurait vu le groupe d'éléphants et a activé le frein d'urgence immédiatement, et malgré cela, il n'a pas pu éviter la collision. Selon les données du Parlement, 699 personnes ont perdu la vie dans des accidents impliquant des éléphants dans toute l'Inde. Depuis 2023 voire 2024, les collisions avec des éléphants sont très courantes, non seulement avec les trains, mais aussi d'autres moyens de transport. Eh bien, voilà la situation en Inde, n'est-ce pas? Comme je le dis, c'est aussi un monde plein de gens là-bas, non? Au fait, un autre sujet qui attire aussi l'attention dans tout cela, dans tout ce qui est géopolitique. Vladimir Poutine menace à nouveau l'Europe avec plus de guerres. Et donc, ce récit qu'il avait auparavant, selon lequel il n'allait pas attaquer l'Europe, eh bien, il est complètement dépassé maintenant. Poutine reparle de cette possibilité. Ils disent donc des choses de très générales, non, si on ne nous respecte pas, guerre, si ceci ou cela, guerre, aussi je ne sais quoi, guerre. C'est-à-dire, bon, il exige que l'OTAN retire ses défenses jusqu'à la frontière allemande et qu'elle cesse de protéger. Elle laisserait sans protection les pays ayant rejoint l'OTAN après 1997, donc personne de l'OTAN ne serait présent là-bas. Juste parce qu'il le veut, n'est-ce pas? Parce qu'au final, ce sont des pays qui ont le droit de se défendre ou le droit d'avoir. Non, c'est non. Soit ils reculent, soit ils vont être attaqués. C'est ça la menace qu'il y a. Alors, par exemple, la Suède qui vient juste d'adhérer, la Finlande qui vient juste d'adhérer à l'OTAN, eh bien non, l'Estonie, la Lituanie et tous ces pays non plus. C'est-à-dire, c'est quand même incroyable, non? Ça se construit petit à petit, non. La narration du prétexte d'un conflit, puis cette narration imprègne ensuite les médias de propagande. Et on va commencer à voir toute cette approche qu'ils vont adopter pour justifier un conflit.
cette fois avec l'Europe ou spécifiquement avec l'OTAN, n'est-ce pas? Et dire que ce sont eux les coupables, alors qu'en réalité la menace vient de là-bas. C'est pourquoi certains généraux insistent déjà sur le fait qu'il faut agir en premier, comme on dit. Celui qui frappe le premier frappe 2 fois. N'est-ce pas? Mais bon, nous verrons ce qui se passe. En attendant, les tambours de guerre résonnent déjà. Alors que se passe-t-il avec ces images qui devaient être divulguées par ceux de l'affaire Einstein? Non, ce sont ces images-là. Vous pouvez les télécharger là-bas. Les fichiers sont publics, ils sont faits pour être téléchargés. Hein. Feuille noire, feuille noire, feuille noire, une petite lettre. Feuille noire, une petite lettre. C'est-à-dire, oui, il y a énormément de documents, il y a quelques feuilles qui contiennent effectivement des informations, mais plus de 500 pages sont complètement noires. Le département de la justice a publié hier, vendredi, des milliers de nouveaux dossiers concernant le criminel avoué et condamné Jeffrey Einstein. Et maintenant, eh bien, il n'est plus en vie, n'est-ce pas? Au moins 550 pages des documents sont complètement noircies. Et puis il y a d'autres pages qui en plus ont aussi leur partie noircie, n'est-ce pas? Les dossiers récemment publiés comprenaient des photos de plusieurs personnes éminentes de l'entourage d'Einstein, des images de leur domicile et des rapports d'enquête détaillant des accusations troublantes contre l'agresseur décédé. Cependant, la censure étendue dans de nombreux dossiers a suscité des critiques de la part des démocrates ainsi que des républicains, tandis que le département de la justice défend sa gestion des archives. 3 documents consécutifs, soit 255 pages, sont entièrement censurés, chaque page étant masquée par un encadré noir. Un 4e document de 119 pages est également dans le même état. C'est une série de dossiers dont certains comportent des parties partiellement ou totalement noircies, comme nous le voyons. Là, ça devient carrément comique, non? Si ce n'était pas quelque chose d'aussi sérieux, franchement, c'est... Enfin, comment dire. Hier, quand j'ai vu ça, je croyais que c'était le mème dont il parlait, bon, du style « voilà ce qu'ils sortent d'Einstein ». Je me disais « quel bon mème ». Mais non, ce n'en est pas un. C'est-à-dire, ils le sortaient vraiment comme ça, ils l'ont sorti comme ça, donc évidemment, hein. Bon, on ne veut pas le diffuser, on ne veut pas, allons-y. La seule chose qu'on leur a demandé, c'est d'enlever les noms des victimes. Oui, rien de plus. Ils ont aussi mentionné les politiciens et d'autres choses, je ne sais pas lesquelles. Et après, eh bien, ils ont fini par tout cacher, ha 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 ha. Il est évident qu'aucune information ne sera donnée. Les conclusions du département de la justice des États-Unis sur ce qu'ils ont publié, c'est qu'ils ont fait une divulgation partielle. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils affirment, ce sont des informations partielles. Tu dis donc ha 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 ha. Bon, voilà où en est le sujet, n'est-ce pas? Voilà la situation. En attendant, passons à d'autres sujets. Regardez ce qui se présente. Comment cette idée va-t-elle se concrétiser? Ce projet de la Golden Dome, ce n'est pas cette idée d'un système de perfection contre les missiles pour les États-Unis. Ce serait très cher. Eh bien, on estime que ce serait même plus cher qu'une guerre totale, c'est-à-dire que si on allait à la guerre, ce projet serait bien plus coûteux. Donald Trump lance le Dôme d'Or pour protéger les États-Unis du monde. Le nouveau bouclier antimissile de Trump coûterait 1,1 billion, c'est-à-dire 1000 milliards pas 1 milliard, mais 1000 milliards de dollars. Et il propose une révolution militaire, même si en même temps, ils assurent qu'il n'y a aucune garantie de succès. Tu te demandes comment et pourquoi. Donald Trump a lancé, lors de son second mandat, l'une de ses initiatives majeures, la création du système antimissile inédit Golden Dome. Inspiré du dôme de fer d'Israël, mais avec une portée et une complexité bien plus grandes. La Maison-Blanche le présente comme une muraille défensive totale pour protéger les États-Unis de toute attaque aérienne, des drones jusqu'aux missiles nucléaires intercontinentaux. Le plan prévoit un réseau de défense à plusieurs couches, allant des intercepteurs solaires jusqu'à des armes spatiales qui n'existent même pas encore. Des armes encore à l'état d'imagination chez certains ingénieurs et scientifiques, mais elles n'ont pas encore été testées.
et on ignore si elle fonctionne. D'après ce que l'on sait, ce système pourrait être construit dans un premier temps avec 175 milliards de dollars et il serait prêt en 2029. Cependant, selon l'analyse indépendante, lorsque les calculs réels ont été effectués, pour atteindre la portée minimale souhaitée, il faudrait que cela coûte 1,1 million de milliards. Autrement dit, 1000 milliards de plus, soit 500 de plus que prévu par l'administration. Autrement dit, ce serait quelque chose d'extrêmement coûteux, selon ce qu'il rapporte. D'autre part, un autre sujet qui attire également l'attention est que le nouveau chef militaire du commandement Sud a déjà été nommé. Il est déjà nommé. Et bon, eh bien, cela fait aussi partie importante de ce qui se passe. Il s'est présenté à ce monsieur qui est Francis L. Donovan. Oui, c'est le lieutenant général du corps des Marines, Francis L. Donovan, qui, eh bien, serait le nouveau chef du commandement Sud. D'après ce qui est rapporté, le général a été proposé comme chef du commandement Sud en pleine escalade militaire dans les Caraïbes. Et ils avertissent donc que ce serait un personnage très dur. C'est un mouvement, assure-t-il, à haute tension géopolitique. Nous allons dire non, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il va y avoir une opération, un conflit avec le Venezuela. Et pour cela, ils ont dû changer de général. L'autre n'était pas vraiment d'accord avec la façon dont ils opèrent entre eux. Mais apparemment, ce monsieur serait d'accord, non? C'est du moins la proposition, il faut que le Parlement l'accepte, non? Le Pentagone insiste sur le fait que les actions visant les réseaux de trafic, en particulier le cartel Los Soles, qui selon Washington serait lié au régime de Nicolás Maduro. Les opérations auraient déjà fait plus de 100 morts, augmentant également la pression internationale et les critiques internes, même au sein des salles militaires, non, et aussi du Congrès. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, a qualifié la situation à Caracas d'intolérable et a promis une main ferme contre les navires sanctionnés. L'Organisation des Nations Unies, via son Conseil civil, a aussi annoncé une session d'urgence sur la crise bilatérale grandissante entre le Venezuela et les États-Unis. Donc, il y a aussi des choses intéressantes qui arrivent, que nous analyserons et que, eh bien, nous détaillerons également au moment où une opération aura lieu, car en théorie, cela devrait se produire bientôt. Les États-Unis disent de non, puisque c'est d'eux que nous parlons actuellement. Ils affirment qu'il n'y aura pas de paix à Gaza, tant que Hamas existera. Les États-Unis avertissent qu'ils doivent se désarmer complètement et cesser d'exister en tant que groupe. C'est une condition essentielle à toute solution durable dans la région. Le secrétaire d'État Marco Rubio a assuré qu'il n'y aura pas de paix possible si le groupe continue d'opérer, si le groupe continue de posséder des armes, car évidemment cela ne peut pas arriver. N'est-ce pas ? La phase 2 qui est la partie du retrait des forces israéliennes. Ce sera jusqu'à leur reddition, jusqu'à la disparition de ce groupe. La déclaration a été faite lors d'une conférence de presse à Washington, alors que Steve Witkoff lui-même, l'envoyé des États-Unis, est dans la deuxième phase de paix avec le Qatar. L'Égypte et la Turquie sont là, en réunion avec ces trois pays, justement pour parvenir à un accord de paix. Espérons que ce soit positif et que ce soit bientôt, parce que c'est là que tout se joue. Eh bien, c'est toujours très grave, la situation reste grave. Je parle des civils qui ne peuvent pas se rétablir, parce que le groupe continue d'opérer là-bas et il y a toujours de fortes tensions. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous? Bon week-end, j'espère que vous allez bien. Merci à toute la communauté pour son soutien. Très bon après-midi. La nuit. Nous serons ici en train de transmettre avec grand plaisir et il y aura sûrement des transmissions dans l'après-midi. Depuis la rue, depuis l'extérieur, nous serons là, attentifs. Non, quelle partie? On ne peut pas prédire les tremblements de terre, vous ne comprenez pas, parce que qui a dit qu'on pouvait prédire les tremblements de terre, hein? Alessandra, quelqu'un m'en a parlé ou quoi? Restez? Non, je ne sais pas, mais bon, non, personne n'a dit ça ici, non? En tout cas, ce qu'on peut prédire, c'est que cela va arriver dans une certaine période de temps. On ne peut pas prédire que demain, à telle heure, tel jour. Eh bien non, évidemment non, n'est-ce pas? Cela a toujours été très clair, n'est-ce pas? Nous l'avons dit ici. Eh bien, salutations, Alessandra. Peut-être qu'elle ne connaît pas la chaîne, je n'en ai plus, je ne sais pas.
Ou elle parle à quelqu'un d'autre, dit-elle. « Bonjour Fernando, comment vas-tu ? Très bien. »« Elisa, comment vas-tu ? » « Salutations, dit-elle. Cette intro est très bonne, merci beaucoup. Salutations, comment vas-tu, Sadi ? Aussi Roble Wilkoff. Qui d'autre est celle-là ? Ange Monica Panterita. C'est Irma, comment ça va ? Comment tu vas ? Laetitia, comment tu vas ? Letty ? Joyeux Noël, Lottie, ça fait plaisir de te voir ici. Joyeux Noël, que tout aille bien pour toi. Bonne année, non ? C'est qui, non ? Dit Verderi. Salutations à tous. Je viens de lire que des trafiquants de drogue à Mexico ont porté plainte contre la police qui leur réclamait un pot de vin chaque semaine pour les laisser vendre. Imagine. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire qu'un délinquant va porter plainte pour une situation, je me souviens d'un cas qui s'est produit aux États-Unis. D'un délinquant qui est allé voir la police parce qu'un client ne voulait pas le payer, parce qu'il lui avait vendu des substances illégales. Disons non. Il arrive avec la police et demande « Qu'est-ce que tu vendais ?» Et donc il lui dit non, et donc oui, mais ça c'est illégal, en prison non, et bien maintenant, oui, en prison non, et bien oui, imagine-toi, non ? Bonjour, salutations. Quoi de neuf ? Comment ça va ? Il dit « Salutations ?» Ok, oui, c'est fou, Verderi. Oui, ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Au revoir. On revient tout à l'heure, et il y a un rapport sur Atlas dont on va parler dans un petit moment, la comète, une mise à jour, et puis d'autres sujets encore. Non, on se voit tout à l'heure. On va diffuser depuis, d'où que l'on soit. On continue de discuter, passer un excellent week-end, et ce soir, on continue à discuter ici. Une grosse accolade. À bientôt. Merci d'avoir suivi le journal PP en direct, où les événements de la planète Terre et les mystères de l'espace sont analysés comme nulle part ailleurs. Merci de vous être abonné.